Le secteur du tourisme est en plein essor en Côte d'Ivoire, un constat fait à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme célébrée ce 27 septembre. Nous irons à la découverte de quelques sites touristiques du pays, non sans avoir une idée des besoins des acteurs de ce secteur. Qu'est-ce qu'une constitution? La question a été posée à des personnes dans les rues d'Abidjan. Le sens et l'intérêt de ce terme seront abordés pour faciliter la compréhension du citoyen lambda. À l'étranger, le président Ali Bongo a été investi aujourd'hui pour un deuxième mandat de 7 ans. Une délégation ivoirienne est sur place. Elle a pris part à la cérémonie d'investiture tenue au palais présidentiel de Libreville. Le premier face-à-face entre Hillary Clinton et Donald Trump a captivé le monde entier. La candidate démocrate est apparemment sortie plus forte de ce débat. Nous aurons des extraits des propos des deux adversaires et des réactions recueillies sur place aux États-Unis. Bonsoir et bienvenue. Le monde entier célèbre ce 27 septembre la Journée internationale du tourisme, une journée consacrée au point des besoins des acteurs du secteur. Plusieurs sites touristiques ont été visités. Patricia Omoitia. Il y a 2 ans de cela, les populations de Gonzague, sur la route de Bassam, ont été déguerpies. Une opération initiée par le gouvernement en octobre 2014 qui nous a permis de découvrir un autre visage de notre pays, la Côte d'Ivoire. Un littoral exceptionnel où se mêlent eau salée et ensoleillement dans un décor de pêche artisanale. Un lieu qui revit et retrouve sa magie peu à peu perdue. Ce nouveau décor n'a pas changé les habitudes des pêcheurs qui pratiquent cette activité depuis longtemps. On pêche, mais il y a des jours on gagne 2 000, 3 000. Il y a des jours, si ça donne, c'est trop, c'est 20 000, 10 000. Mais c'est bon pour nous tous. C'est pour le gouvernement, il dit qu'il va faire quelque chose dessus, il a cassé ça. Ce n'est pas nos problèmes, c'est le problème de l'État. Ce qu'il voulait faire, il va faire. Cependant, ce littoral qui s'offre à nous avec une vue imprenable sur la mer est un déboire écologique avec l'insalubrité qui règne en maître, au moment où le monde entier est en train de célébrer la Journée mondiale du tourisme. Nos activités actuellement sont au ralenti. Il faudrait qu'il y ait assez de touristes. C'est les touristes qu'on a besoin. Je vais exhorter vraiment tous les touristes à reprendre leurs vieilles habitudes, c'est-à-dire venir visiter Bassam et tout, et puis voilà, leur dire que la vie a repris ici. Le cadre il est beau, il fait beau, c'est de venir profiter du beau temps, venir profiter de la Côte d'Ivoire, voilà. Dans de nombreuses régions du globe, le tourisme arrive en tête des activités économiques avec ses répercussions sur l'emploi, le brassage des populations et l'ouverture au monde. Toujours dans le domaine du tourisme, faisons un tour dans l'ouest ivoirien. Allons à la découverte de la Dent de Mont, un mont d'environ 900 mètres d'altitude. Il surplombe fièrement la ville. D'autres sites touristiques attirent l'attention dans la région. Il y a par exemple les cascades et les ponts de liane. F. Bouy. Voilà notre objectif qui se dresse fièrement devant nous. La Dent de Mont, un ensemble de roches jumelles dont le plus haut sommet culmine à 881 mètres. C'est le symbole de la ville de Mont. C'est à Glongloin, le village qui héberge cette montagne, que commence notre randonnée. Nous sommes avec Célestin, notre guide touristique. L'ascension proprement dite débute vers 9 h. Le chemin n'est pas balisé et le relief très accidenté. Dans un premier temps, une colline a franchi et à 10 h passé le quart, nous arrivons au pied de la Dent de Mont. Il faut reprendre quelques forces avant de continuer. D'autres randonneurs se joignent à nous. Je suis à Abidjan. J'ai toujours entendu parler de la Dent de Mont. La montée, c'est pas facile, mais on dit que c'est l'arrivée qui compte. Et hop, nous entamons la seconde partie de notre ascension. Il est maintenant 10 h 25. Encore une autre heure et demie à grimper. Et vers midi... Et oui, après l'effort vient la récompense. Nous sommes maintenant sur la grande Dent de Mont et vous voyez en contrebas la petite dent. N'est-elle pas magnifique cette vue? Et voilà la ville de Mont dans sa cuvette naturelle. Après nous être délectés de ce spectacle, nous amorçons notre descente. Et pour boucler la boucle, un détour dans un autre endroit tout aussi superbe. Les cascades naturelles de Glongloin, situées à quelques encablures de la montagne. Hélas, très peu visitées car il faut parcourir plus de 2 km à pied à partir du village. Magnifique ces chutes d'eau, nous n'avons pu résister et nous nous sommes offert une petite baignade dans les eaux fraîches. Et c'est ici que finit notre randonnée.
Mais avant de vous dire au revoir, nous vous invitons à venir découvrir la région de l'Ouest montagneux, une des régions touristiques par excellence de la Côte d'Ivoire. Mans est appelée la cité des 18 montagnes à cause de nombreuses chaînes de montagnes qui l'entourent et qui lui confèrent un climat doux et frais. On y trouve d'ailleurs le mont Tompi, l'un des plus hauts sommets de la Côte d'Ivoire avec 1189 mètres. Vous pourrez admirer entre autres les cascades naturelles de Jardin Pleu, des magnifiques chutes d'eau de 20 mètres situées à 3 km de la ville. La forêt sacrée de Gbèpleu avec sa forte concentration en singes verts appelés Chlorocebus sabaeus. Les ponts de lianes de Lièpleu à Danané et de Vatou à Zomouni. Après donc des années de crise qui ont fortement ébranlé certains de ces sites touristiques, la région amorce un regain d'activité et espère redevenir le fleuron touristique d'antan. D'autres sites touristiques en Côte d'Ivoire restent méconnus. C'est le cas de la chaîne montagneuse le Niango dans le département de Niakara. Cet endroit allie le charme et la générosité de la nature, nous dit Kader Sogodougou. Sous-préfecture de Arikoka dans le département de Niakara. Village d'accès difficile. Cependant, une fois dans la localité, un tronçon bitumé attire tout de suite à l'attention. À la fin de ce tronçon, vous découvrez le centre émetteur de la RTI de Niango et vous vous retrouvez transporté dans un univers à vous couper le souffle. Un endroit paradisiaque où la beauté et le charme de Dame Nature ne peuvent laisser quiconque indifférent, offrant même une vue panoramique. Vous êtes au cœur de la chaîne montagneuse le Niango, un ensemble de 7 montagnes de 350 à 700 mètres. Un paradis méconnu. On se croirait dans les cornes de l'Afrique. Erreur, nous sommes bel et bien en Côte d'Ivoire et le site est plaisant. Comment est-ce que cette nature, cette belle nature-là, que Dieu nous a donnée, ne soit même pas connue par l'État de Côte d'Ivoire? On regarde, tout on voit, mais ça reste inexploité. Et donc, c'est inviter le ministre du Tourisme, le ministre de la Culture. Il y a aussi de la culture ici. Les autorités administratives comptent tout mettre en œuvre pour inscrire cet endroit dans le paysage touristique ivoirien. De demander aux opérateurs, aux agents de tourisme, au ministère du Tourisme, que nous disposons au niveau de la sportive d'Arikoka d'un site qui éventuellement pourrait contribuer à l'essor du tourisme au niveau national. La chefferie traditionnelle invite des potentiels investisseurs à venir participer à l'essor de cette partie du pays. Tous ceux qui peuvent venir s'installer pour des infrastructures hôtelières, touristiques, qui vont aider au développement du village, naturellement, ils sont le bienvenu. À Arikoka, nous avons de nombreuses danses, un symbole culturel pour accompagner le tourisme. Le chemin de fer à Niango, un des villages de la sous-préfecture, qui tient son nom d'une des montagnes. La route et la possibilité pour des hélicoptères de se poser rendent le site accessible, ou du moins l'entrée à ce paradis facile et même formidable. Direction Zieunula pour parler éducation. Les cadres de la ville ont offert des kits scolaires. La remise de ces kits s'est faite en présence du ministre de l'Habitat et du Logement. Niamien Kona a appelé les cadres à contribuer à l'amélioration des résultats scolaires dans le département. Charles Tatou. Le message du gouvernement à la scolarisation de la jeune fille semble être bien perçu dans le département de Zieunula. Les filles ont été excellentes aux différents examens de fin d'année scolaire, notamment à l'entrée en 6e, au BPC et au bac. J'ai eu une mention assez bien. J'ai obtenu 252 points. J'aimerais remercier le corps enseignant du lycée moderne de Zieunula. Nous avons créé des classes d'excellence qui permettent aux jeunes filles de se mettre en valeur. Et nous n'hésitons pas à confier évidemment des tâches de responsabilité au sein de l'établissement afin de permettre à la jeune fille de se mettre en évidence. Ces bons résultats scolaires qui font la fierté de tous incitent certains cadres à s'approprier les actions de la promotion des valeurs de l'excellence. Pour ce début, nous avons décidé de nous focaliser sur l'éducation. Nous pensons que pour amener Zieunula à émerger, il est important quand même de récompenser le mérite
et d'encourager l'effort. 500 kits scolaires, c'est le don à l'endroit des écoliers de la commune. La commune de Zienoula compte 10 quartiers et 22 villages. Chaque localité a eu droit à 15 kits scolaires. Président de la cérémonie, le ministre Nyamie Kona exhorte les cadres à l'union. Il faut que tous les cadres se mettent ensemble, en union, dans la paix, pour aider leur école. En plus du don des kits scolaires, les initiateurs ont primé les 3 filles qui ont été excellentes aux examens de fin d'année scolaire. À Sassandra, le conseil régional a remis des salles de classe et un centre de santé. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations. La remise des clés a eu lieu en présence des autorités administratives. Honorine Anigori. Des pompes hydrauliques villageoises, des marchés, des ponts, autant d'infrastructures de base réalisées au cours de ces dernières années par le conseil régional du Haut-Sassandra. Le conseil vient de procéder une fois encore à l'inauguration de 7 classes avec bureaux à l'école et au lycée moderne de Zoukoube. L'initiative s'inscrit dans la vision d'améliorer les conditions des apprenants. Outre la remise de ces infrastructures, le conseil régional a également offert plus de 200 tables bancs aux établissements scolaires du département, ainsi que le centre de santé de Grebe, au grand soulagement des populations. À Yopougon, 25 000 retraités ont mis sur pied une confédération. Elle englobe l'ensemble des 16 associations que compte la commune et devrait permettre à ces personnes du 3e âge de parler d'une même voix. Cette confédération a été présentée officiellement ce samedi aux autorités municipales et aux partenaires qui accompagnent les retraités. Herman Niamier. Ils ont décidé d'être ensemble pour mieux défendre leurs intérêts. Membres de 16 associations au départ, les retraités du privé et du public résidant dans la commune de Yopougon veulent évoluer désormais en rang serré. Leurs besoins sont énormes et tout leur espoir repose sur la confédération qu'ils viennent de porter sur le fonds baptismaux. Les autorités, les partenaires ne savaient pas à qui s'adresser pour les retraités. Et aujourd'hui, avec la confédération, ce sera chose faite. Les autorités, si elles ont quelque chose à dire ou à faire pour les retraités, s'adresseront à la confédération. Rien de grand ne peut se faire dans la désunion. Et l'initiative de ces personnes du 3e âge est applaudie par les partenaires. Pour eux, la Confédération des retraités de Yopougon est un partenaire idéal. Quand vous avez 15 associations qui ont les mêmes préoccupations, pourquoi ne pas demander qu'elles se regroupent? Que Dieu merci, toutes les associations ont compris et toutes les associations ont décidé de se regrouper. À partir de ce moment-là, l'IPSCGRAE a un seul interlocuteur. On pourra définir ensemble un plan d'action, identifier des projets, identifier des actions au bénéfice, c'est vrai, des retraités, mais aussi au bénéfice de toutes les communautés. Des belles promesses que le président de la Confédération veut faire bénéficier à l'ensemble des 25 000 retraités que compte la commune de Yopougon. La cérémonie de présentation officielle de cette confédération était en même temps celle de l'investiture de son premier président. Aux côtés des retraités de Yopougon, il y avait l'UNASI, l'Union nationale des retraités de Côte d'Ivoire, et la mairie de Yopougon. Un mot de transport, la caravane de sensibilisation à l'application du règlement 14 de l'UEMOA a été lancée. Cette loi entre en vigueur le 1er octobre prochain en Côte d'Ivoire. La caravane vise à permettre aux acteurs du transport de se l'approprier. C'est une initiative de la Fédération ivoirienne des consommateurs Réveil. Walter Amadou Ouattara. Bouaké, lancement de la caravane de sensibilisation sur le règlement 14 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'issue des véhicules lourds de transport de marchandises. Mesure applicable en Côte d'Ivoire à partir du 1er octobre 2016. Initiée par la Fédération ivoirienne des consommateurs, le Réveil, FICR, la campagne vise à expliquer le bien fondé de la mesure aux transporteurs pour leur permettre de se conformer à la disposition légale. Je suis très heureux que les transporteurs ont bien compris le bien fondé de ce règlement 14 de l'UEMOA relatif aux surcharges extrêmes. Ils se sont engagés et eux-mêmes
de faire ce travail et sensibiliser les acteurs, les chauffeurs, pour que désormais les séchages cessent. Pour Soumaro Benfali, président de la FICR, tout contrevenant sera passible de sanctions à partir du 1er octobre. Quand on dit que ça ne sera plus toléré, ça veut dire que maintenant qu'il y a la répression. Donc l'amende qui va être appliquée va décourager ceux qui tenteront de faire les surcharges parce qu'on fait surcharge pour pouvoir gagner. Mais si vous devez payer plus, c'est comme si vous payez une marchandise à 1000 francs, on vous dit de dédouaner à 2000 francs. Donc, il vaut mieux ne plus payer la marchandise. Soumaro Benfali exhorte donc les transporteurs à se conformer à la mesure. La sensibilisation prend fin le 30 septembre prochain. Parlons communication, la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire, c'est d'ici fin 2016. Le secteur des médias va enregistrer une dizaine de télévisions privées et commerciales. Une concertation a eu lieu à Yamoussoukro entre acteurs du milieu de la presse et décideurs pour mieux aborder l'événement. Nous restons avec Walter Amadou Ouattara. Du papier à l'audiovisuel et au numérique, quelle réforme fiscale pour favoriser l'essor et la viabilité des entreprises de presse en Côte d'Ivoire? Tel est le thème du séminaire sur la réforme fiscale des entreprises de presse tenu à Yamoussoukro. 3 jours durant, des acteurs de ce domaine d'activité d'une part et d'autre part des décideurs de la Direction régionale des impôts, des douanes, du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire ont eu des échanges sur le sujet. Il s'agit de proposer un régime fiscal adapté aux entreprises de presse écrites, audiovisuelles, numériques et distributeurs de presse, de sorte à favoriser leur implication dans le processus démocratique ainsi que leur viabilité et assurer la stabilité des emplois du secteur. Attribuer le même régime fiscal et social à une entreprise de presse au même titre que les entreprises d'autres secteurs d'activité constitue un gros handicap à la promotion de la presse. Les participants saluent l'initiative mais émettent des doléances. Nous n'avons pas demandé des annulations pures et simples, nous avons demandé des exonérations. Rappelant les actions déjà menées en faveur de la presse en Côte d'Ivoire, le ministère de la Communication rassure. On peut affirmer que l'État a été attentif aux problèmes de ce secteur. Toutefois, cela n'empêche pas un réexamen des nouveaux besoins du secteur avec l'apparition de nouveaux supports comme la presse numérique. Organisé par le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, REPRELSI, avec l'appui financier du bureau de l'UNESCO à Abidjan et du Fonds de consolidation de la paix, cette rencontre de concertation a été parrainée par le ministère de la Communication. En politique, le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a échangé avec une délégation du Parti conservateur britannique. Celle-ci séjourne depuis le 25 septembre à Abidjan. Au centre des discussions, la vision commune des deux partis dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. Le Parti conservateur britannique, un allié pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Tous deux sont membres de l'Union internationale démocratique. Regroupant les partis de droite, ils ont décidé de renforcer la qualité de leur coopération. Ce mardi matin, au domicile du premier responsable du PDCI, Henri Konan Bédié, la délégation britannique a présenté ses propositions en réponse aux requêtes formulées par le parti. Ils ont pu identifier les nombreuses pistes de collaboration éventuelles qui pourraient être étudiées ensemble et ils ont pu également remarquer qu'il y a également beaucoup de secteurs et de projets qui pourront faire ensemble. Alors dans ce sens-là, ils sont très reconnaissants pour ce séjour et j'espère pouvoir contribuer ensemble avec le PDCI à pouvoir promouvoir le développement de la justice, de la liberté et de la démocratie. Une meilleure collaboration entre le PDCI et le Parti conservateur britannique, c'est ce que souhaite le président Henri Konan Bédié. Il a insisté sur la formation des militants, l'aide technique et matérielle que le Parti conservateur britannique pourrait apporter au PDCI. Qu'est-ce qu'une constitution? La question a été posée à des personnes. Je vous propose d'écouter leurs différentes réponses. Franchement, je ne sais pas comment quelque chose. La Constitution, c'est une sorte d'organisation mise en place pour gérer un certain nombre de problèmes qui concernent un domaine particulier. Les règles, on peut dire la loi de différents citoyens d'un pays, ou bien. C'est la loi suprême
qui prévaut dans un pays et qui, en elle, est constituée de plusieurs lois auxquelles les habitants et les citoyens du pays doivent se conformer strictement, surtout parce qu'elle est la loi fondamentale qui constitue le socle d'un pays. La Constitution, ce sont des textes écrits qui régissent un état de droit. Comme vous le constatez, chacun a sa définition de la Constitution, mais pour faciliter la compréhension du citoyen lambda du sens et de l'intérêt de ce terme, notre reporter Sidonie Davila a rencontré un expert. Suivez son reportage. Norme des normes, mère de la loi ou encore loi fondamentale. La notion de constitution n'est pas la chose la mieux partagée. Longtemps de nature coutumière, la Constitution tire son origine dans les révolutions de 1776 et 1789. Le constitutionnalisme moderne apparaît avec l'idée de substituer aux coutumes existantes, souvent vagues, des constitutions écrites pour limiter la monarchie. La Constitution, c'est la loi qui fonde l'État, qui crée l'État, parce qu'un État ne peut exister que par une Constitution. Un État ne peut être gouverné que sur la base des règles préétablies, sur la base d'une Constitution. La Constitution est aussi la loi suprême de l'État. Ça veut dire qu'au sein d'un État, au-dessus de la Constitution, il n'y a aucune autre norme. Le professeur Sébastien Yedolat, directeur du laboratoire des études constitutionnelles, administratives et politiques, ne s'arrête pas à la seule définition du terme. Il en donne même l'intérêt et le sens pour un État. La Constitution dans un État a d'abord un intérêt social. La Constitution montre que nous tous, nous constituons une même entité, une même nation, et que nous tous nous appartenons à la même communauté. La Constitution a une fonction politique parce que c'est la Constitution qui consacre la légitimité de nos gouvernants. La Constitution n'a d'intérêt que si ceux qui établissent cette Constitution ont une culture constitutionnelle. Donc il faut qu'il y ait un consensus autour de la Constitution. C'est ce qui fait en sorte que la Constitution assure plus efficacement sa fonction aussi bien sociale que politique. En Côte d'Ivoire, la première constitution fut adoptée le 26 mars 1959. Elle fut remplacée le 3 novembre 1960 par une deuxième constitution après la cession du pays à l'indépendance le 7 août 1960. Le projet de nouvelle constitution en cours intéresse plus d'un. 10 partis de l'opposition se sont engagés à vulgariser les principes qui fondent la bonne compréhension de ce projet. Mieux, ils appellent les acteurs politiques à un consensus autour de la Constitution. Réunis au sein du collectif de la table ronde des partis d'opposition, ils se sont prononcés sur ces questions. Abou Sanogo. 10 partis d'opposition défendent la nouvelle constitution. Réunis au sein du collectif de la table ronde des partis d'opposition en faveur d'une nouvelle constitution, ils appellent l'ensemble des acteurs de la vie politique ivoirienne à un consensus national autour de la nouvelle constitution et décident d'agir d'un commun accord pour la bonne fin du processus référendaire dans le respect des institutions républicaines et du civisme. La constitution, c'est le toit de notre maison. C'est la chose la plus importante qui puisse protéger chacun des citoyens et par conséquent, nul ne peut s'abstenir de participer au débat sur l'élaboration d'une constitution. Évidemment, ça et là, nous avons entendu des arguments qui finalement ne résistent pas à la jurisprudence et ne résiste pas aux différentes formes empruntées dans différents pays pour l'élaboration d'une constitution. Le collectif de la table ronde des partis d'opposition s'engage à sensibiliser les populations et la société civile afin qu'elles expriment leur soutien et leur participation citoyenne à l'élaboration de la nouvelle constitution. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens doivent savoir que toute l'opposition n'est pas opposée à cette constitution. Doivent savoir que
nous avons été reçus par le comité des experts, avec lequel nous avons eu des échanges fructueux, et nous attendons de voir le texte final qui a été rendu au chef de l'État afin de constater si nos préoccupations ont été prises en charge et ensuite de voir de quelle manière nous pouvons les expliquer en gardant notre sensibilité et notre différence à nos populations. Ce collectif se déclare solidaire pour engager avec le gouvernement toutes les actions inscrites dans l'agenda du cadre permanent de dialogue afin d'obtenir des avancées significatives pour un retour de la paix en Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, le président Ali Bongo dirigera le Gabon pour les 7 prochaines années. Il a prêté serment aujourd'hui pour un deuxième mandat. La cérémonie d'investiture s'est tenue au palais présidentiel à Libreville en présence de chefs d'État africains. Une délégation ivoirienne est également présente sur place. Salimatou Dia, Hamza Diaby. Une main sur la Constitution, une autre levée. Ali Bongo Ondimba prête serment ce mardi au palais présidentiel du Gabon. À 57 ans, il rempile pour un second septennat à la tête du pays, dans un contexte politique tendu 4 jours après la validation par la Cour constitutionnelle des résultats contestés du scrutin présidentiel. La prestation de serment a lieu devant les membres de la Cour constitutionnelle et en présence de chefs d'État africains et d'autres personnalités politiques, dont une délégation ivoirienne. Dans son discours d'investiture, Ali Bongo dit avoir compris le sens du vote des Gabonais. J'ai bien compris le doute de certains et j'ai bien perçu la déception d'autres encore. Mes chers compatriotes, notre pays traverse une période préoccupante de son histoire. Chacun de nous doit pouvoir prendre conscience des difficultés économiques et sociales que nous traversons et des défis politiques que nous avons à relever tous ensemble. Un défi politique qui l'amène à tendre la main à l'opposition. J'invite toutes les forces vives de la nation à s'asseoir ensemble afin de trouver des solutions qui satisfassent nos compatriotes. Chez nous, la palabre se règle en famille, dans le corps de garde. Ali Bongo propose une réforme constitutionnelle au Gabonais. Il est plus que jamais devenu nécessaire, et vous en conviendrez avec moi, de mener une véritable réflexion devant aboutir à des réformes constitutionnelles ambitieuses et courageuses. Qu'il s'agisse des élections à 2 tours, de la limitation et la durée des mandats électifs. Comme je l'ai déjà dit, tout devra être mis sur la table. Développement, bien-être de ses concitoyens, voilà les tâches que s'est assigné le président. Élu avec 50,6% des voix contre 47,2% pour son rival Jean Ping selon la Cour constitutionnelle. Le challenge actuel d'Ali Bongo est de décrisper la situation et ramener la paix au Gabon. Aux États-Unis, Hillary Clinton est visiblement sortie plus forte du débat de ce mardi. Il s'agissait du premier face-à-face avec son rival Donald Trump. Des millions de personnes ont suivi ces échanges transmis en direct de New York. Eman Givey. Qui d'Hillary Clinton ou de Donald Trump aura tiré son épingle du jeu à 6 semaines de l'élection présidentielle aux États-Unis? Une question qui interroge l'opinion américaine quelques heures seulement après le débat de ce lundi. C'est dans cette salle, à Hofstra University, dans la banlieue de New York, sous le regard de 100 millions, voire 150 millions de téléspectateurs, qu'Hillary Clinton et Donald Trump s'envoient des effluves sur des questions d'actualité. L'économie, la politique intérieure et extérieure des États-Unis, la sécurité nationale, aucun compartiment des grands axes de la politique américaine n'est épargné. Une Hillary Clinton tout sourire, reprise par Donald Trump sur son endurance et sa capacité à gouverner ses choix politiques ces 30 dernières années. Un Donald Trump percutant, tant par ses analyses que par sa gestuelle, repris à son tour sur ses faillites économiques multiples et son refus de rendre publique sa déclaration de revenus. Les 2 candidats à la Maison-Blanche ne se sont pas fait de cadeaux, tous les arguments étant bons pour se présenter comme l'homme ou la femme de la situation. Sur les réseaux sociaux ou sur certains médias, les sondages ne cessent de succéder les uns aux autres
chaque camp prétendant avoir remporté le premier ring de ce que la presse internationale qualifie déjà de débat du siècle. C'était donc un débat houleux qui a enregistré une audience record. Je vous propose de revivre ce face-à-face à travers une sélection dans laquelle des propos des deux adversaires politiques ont été recueillis à chaud. Je publierai ma déclaration d'impôt contre la volonté de mon avocat quand elle publiera les 33 000 emails qui ont été supprimés. Dès qu'elle les publiera, je publierai ma déclaration d'impôt. Il me semble que c'est quelque chose que les Américains méritent de voir. Je n'ai aucune raison de croire qu'il publiera un jour sa déclaration d'impôt parce qu'il cache quelque chose. On pourra seulement supposer ce qu'il peut cacher. Mais je pense que la question est, si jamais il s'approche de la Maison-Blanche, quels seraient les conflits d'intérêts? À qui doit-il de l'argent? Voici à présent quelques réactions. Elles ont été recueillies après le débat entre le candidat républicain Donald Trump et la représentante des démocrates Hillary Clinton. Je sens qu'à la fin, on n'a rien appris. On n'attendait pas grand-chose de Donald et Hillary. Je pense qu'elle a fait ce qu'elle devait faire, être sérieuse, ne pas s'enfoncer. Elle n'est pas rentrée dans son jeu, elle est restée très sérieuse et s'est tenue aux faits et à la politique. Hillary a gagné ce soir à 100%. Elle a eu le débat en main, elle est intelligente, elle sait se tenir, elle est clairement la plus intelligente. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir. Je pense que c'est un match nul. Je ne pense pas que quiconque a mis KO l'adversaire au cours du débat. J'ai été surpris à quel point ce débat était civil. Je pense qu'ils ont eu un échange d'idées et je pense qu'au moins le public ici a beaucoup apprécié. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI 1.